8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Bienvenue à vous et bonjour Gabriel Attal. Débat à la télévision hier entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin sur la lutte contre l'islamisme. Le ministre de l'Intérieur a dénoncé la mollesse de la présidente du RN, plus molle sur l'islamisme que vous. C'est votre avis? C'est peut-être ce qu'elle cherche à faire croire, mais je crois qu'elle ment. Elle est floue et c'est ça qui la rend particulièrement dangereuse pour notre pays. Pourtant, c'était hier la stratégie du ministre de l'Intérieur, dépasser Marine Le Pen sur sa droite. Apparemment, vous n'êtes pas sur la même ligne, sur la même stratégie. Et moi, je considère que Marine Le Pen est dangereuse pour notre pays. Je considère qu'elle n'a pas les solutions qui permettent de répondre... Encore la diabolisation, monsieur Attal, vous ne croyez pas que c'est dépassé? Non, je pense que c'est la réalité. Je pense que Marine Le Pen ne propose pas de solution qui permet de répondre aux enjeux auxquels elle-même affirme vouloir répondre. Pourquoi? Parce qu'elle surfe sur les peurs, elle surfe sur les angoisses, elle surfe sur les problèmes que vit notre pays. Et donc, elle n'a pas envie qu'on réponde à ces problèmes. Et la réalité, c'est que quand vous regardez l'action qui est la nôtre sur le séparatisme avec le projet de loi qui a été présenté, on apporte des réponses. Et Marine Le Pen, elle ne propose pas de faire ce que nous faisons sur l'égalité des chances avec 3 milliards, on va en parler. Attendez, restons sur la lutte contre l'islamisme de la ville. Non mais hier, entre Marine Le Pen et Gérald Darmanin, mis à part quelques nuances, ce fut un duo apaisé plutôt qu'un duel enflammé, reconnaissez-le. Je ne crois pas. Moi, j'ai vu Gérald Darmanin qui était clair et précis sur le cap qui est le nôtre, sur notre action, sur les chiffres. Et j'ai vu une Marine Le Pen floue, une Marine Le Pen qui disait des contre-vérités, et donc toujours aussi dangereuse pour notre pays. Vous ne pensez pas que c'est un débat, ces arguments auraient pu être tenus il y a 10 ans, 15 ans, encore dire aujourd'hui que Marine Le Pen est dangereuse, vous croyez que ça peut infuser aujourd'hui dans l'opinion publique? C'est la réalité, c'est ma conviction, et donc moi je dis ce que je pense, et donc je continue à le dire. Oui, sur le volet économique, les propositions qu'elle fait sur l'Europe, sur l'euro sont dangereuses, et y compris sur ce volet-là, sur le volet de la sécurité, sur le volet de la lutte contre le terrorisme, elle n'apporte pas de réponse au problème, encore une fois, qu'elle ne veut pas régler. Vous savez que c'est cette stratégie qui lui permet aujourd'hui d'être quasiment sûr d'être au second tour. Vous continuez à la diaboliser, c'est la meilleure manière d'imposer ce duel. Peut-être qu'il vous arrange d'ailleurs. Non, je dis les choses telles qu'elles sont et je dis les convictions qui sont les miennes et je continuerai à le dire. Mais pourquoi ce fameux coup de barre à gauche, ce coup de barre social, on ne l'entend pas aujourd'hui? Pourquoi vous n'êtes pas audible? Vous n'êtes audible que sur votre jambe, votre flanc droit. Vous voyez bien qu'à l'instant, je voulais parler des mesures sur l'égalité des chances et la politique de la ville et que vous êtes revenu sur un autre sujet. Moi, dès qu'on m'interroge, je réponds et je vais vous dire, je viens de la gauche, j'étais au Parti Socialiste. Je me suis engagé derrière Emmanuel Macron pour son programme. Et dans son programme, je sais qu'un grand nombre d'électeurs de gauche se sont retrouvés, notamment derrière des engagements phares sur la question de l'éducation, sur la question de la formation, sur la question de l'écologie. Ces engagements, ils ont été tenus. Et depuis un an, qu'est-ce qu'on constate dans cette crise? Qu'on a une gestion de cette crise qui est purement sociale, avec le fameux quoi qu'il en coûte, avec l'accompagnement des plus précaires, des plus démunis. Et les mesures qui ont été annoncées sur l'égalité des chances, sur la politique de la ville, mais depuis un an, sont on entend ambitieuses. Sujet régalien, on entend lutte contre l'islamisme, on entend immigration, on entend sécurité. Emmanuel Macron est un président de droite. Vous l'assumez, vous qui venez du rang de la gauche? Absolument pas, je vous le dis. Les électeurs... Vous ne l'assumez pas ou ce n'est pas un président de droite? Les électeurs de gauche ont encore plus de raisons de se retrouver aujourd'hui dans l'action d'Emmanuel Macron qu'en 2017. Parce que les engagements de 2017 ont été tenus et parce que, encore une fois, depuis un an, on atteint des objectifs qui ont été portés par des majorités de gauche depuis des années sans jamais être tenus. Quelle majorité de gauche a mis 15 milliards d'euros pour l'hôpital public avec le Ségur de la santé en revalorisant de 200 euros net par mois les 2 millions de personnes qui travaillent à l'hôpital public, en créant des lits supplémentaires, en recrutant des soignants supplémentaires? Il faut regarder les faits. Et moi, ce que je vois, c'est que cette action sur l'hôpital, l'action sur la politique de la ville, les majorités de gauche qui se sont succédées depuis des années en auraient rêvé. Et on est au rendez-vous. Vous avez du mal aujourd'hui à imprimer justement sur ce flanc gauche. Hier, vous étiez à l'aise avec toute la stratégie qui a été déclinée par la ministre de l'Intérieur? Je suis très à l'aise avec le projet de loi qui conforte les principes républicains et avec notre action pour lutter contre le séparatisme islamiste. Très à l'aise. Et d'ailleurs, je considère que cet enjeu, comme beaucoup d'autres, ne sont pas des enjeux de droite ou de gauche. Ce sont des enjeux pour la République et je crois, en tout cas j'espère, que tout le monde se retrouve derrière cette volonté de conforter la République. Alors sur le front sanitaire, monsieur le porte-parole du gouvernement, en Moselle, des cas de centaines de mutations de variants inquiètent. Un reconfinement local, territorialisé n'est pas exclu? Rien n'est exclu. Moi, depuis le début de cette crise, d'abord, je fais toujours attention à ne jamais rien exclure par principe. On a vu que lorsque le gouvernement exclut certaines choses, parfois on en vient à le regretter. Pourquoi? Parce que cette épidémie garde une forme d'imprévisibilité. Les variants changent la donne sur différents volets. Et donc, je n'exclus rien par principe. Il y a aujourd'hui une situation dans notre pays qui, s'agissant du taux d'incidence et du nombre de contaminations au global,
qu'est-ce qu'on voit ? On voit une forme de plateau qui est haut et qui semble commencer à décliner, mais il y a ces variants qui changent la donne, qui se développent, le variant britannique et puis le variant sud-africain et brésilien. Attendre ? Vous avez une région où malheureusement il y a cette propagation des variants et en particulier le sud-africain. Pourquoi ne pas d'ores et déjà décider, pour qu'il n'y ait pas de contamination, de propagation sur le territoire national plus importante, un reconfinement local et territorialisé ? Ce qu'a dit Olivier Véran hier, c'est deux choses. La première, c'est qu'on peut encore stopper la propagation de ces variants brésilien et sud-africain. Et la deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'il se rendait aujourd'hui sur le terrain en Moselle, précisément pour échanger avec les autorités de santé et les élus, pour construire les solutions avec eux. Le maire de Metz dit que le confinement doit être justement annoncé sans attendre. Il aura l'occasion de le dire au ministre dans quelques heures. Mais quels sont les scénarios sur votre table, sur la table de l'exécutif ? Fermeture des écoles, reconfinement local ? Encore une fois, tout est possible, rien n'est exclu. Et ce qu'il faut, c'est prendre les mesures qui sont les plus appropriées pour lutter contre la propagation de ces variants. Mais on ne peut pas, d'un côté, regretter parfois que les décisions soient prises sans concertation avec les élus, et quand un ministre se déplace pour faire la concertation avec les élus et les autorités de santé, considérer qu'il faudrait que les mesures aient été déjà prises. Mais j'imagine, on imagine que vous anticipez cela, que vous avez déjà sur votre table, sur la table de l'exécutif, la suite, le schéma, si certaines régions basculent avec ces variants. On regarde en permanence quelle est la situation. Et quand des mesures sont nécessaires, on les prend. Donc elles ne sont pas exclues comme le reconfinement local, c'est bien ça ? Il y a 2 semaines, on a annoncé des mesures de renforcement du cadre actuel sur la question des frontières, sur la question du brassage, sur la question du télétravail, qui ont été annoncées par le Premier ministre. Et d'ailleurs, elles sont appliquées et on commence à en voir des effets. Et s'il y a des mesures à prendre au niveau local, elles seront prises. Et on reste sur le plan national, Gabriel Attal, sur ce chemin de crête pour éviter le reconfinement national. Oui, absolument. C'est la doctrine qui tient. Objectif, parce que on sait, et les Français savent, l'impact d'un confinement, l'impact psychologique pour les Français, l'impact économique, l'impact social pour nos enfants. Et donc, il faut tout faire pour éviter un reconfinement, mais évidemment, si nous considérons que c'est nécessaire pour protéger l'hôpital, protéger la santé des Français, nous prendrons toujours nos responsabilités. Vous n'êtes pas en train de tempérer la petite lueur d'espoir il y a quelques jours, cette petite lueur d'optimisme ambiant ? Moi, mon rôle, c'est de donner des informations claires et transparentes. Et donc, je vous donne les informations de manière claire et transparente. Il n'y a pas aujourd'hui d'explosion de l'épidémie en France. On surveille la situation comme le lait sur le feu. C'est notre responsabilité et on prendra toujours les mesures nécessaires. Alors, Gabriel Attal, tout autre sujet. Le hashtag ScienceSport met en avant depuis quelques jours une avalanche de témoignages sur les réseaux sociaux d'agressions sexuelles, d'attouchements qui auraient été commis dans ces IEP en France. Vous avez étudié à Sciences Po Paris. Est-ce que ces témoignages vous surprennent ? Ou alors, est-ce que c'était connu et vous dites enfin, il était temps que la fameuse parole se libère ? J'ai effectivement étudié à Sciences Po et je dois vous dire que j'ai été abasourdi par les témoignages, d'abord par leur contenu et par leur nombre, parce qu'il y a eu plusieurs témoignages qui ont été relayés. C'est l'une des grandes causes de ce quinquennat que de lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et on a mis en place un certain nombre de mesures très fortes, notamment pour recueillir la parole. On est dans un moment, je crois, assez historique aujourd'hui où la parole se libère. Mais l'étudiant que vous avez été n'a jamais eu connaissance de loin de tout cela ? Non, jamais ? Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu ces situations pendant que j'étais étudiant. Mais ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a une parole qui se libère. Ça fait suite à plusieurs mouvements. Le mouvement MeToo, Balance ton port, le livre de Camille Kouchner qui a été publié. Et je pense que c'est un moment extrêmement important. Et il faut que la parole se libère et il faut qu'elle se traduise devant la justice. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place une plateforme de signalement des violences sexistes et sexuelles accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a formé les policiers pour recueillir les plaintes. Précisément sur le sujet des IEP et de Sciences Po, la ministre Frédérique Vidal a annoncé que les personnes de l'inspection générale vont se déplacer sur les campus pour accompagner les personnes vers le dépôt de plainte. On a mis en place des mesures pour protéger les personnes qui sont concernées. On a créé 1000 places d'hébergement l'an dernier pour les victimes de violences. On en recréera 1000 cette année. Gabriel Attal, vous entendez aussi certaines néo-féministes qui dénoncent une culture du viol, un écosystème dans ces écoles que vous avez fréquentées qui institutionnaliserait de tels actes. Est-ce que c'est le cas ? Moi, ce n'est pas ce que j'ai vécu quand j'étais étudiant à Sciences Po. Encore une fois, je suis un homme, donc je ne peux pas dire ce que vivent certaines femmes elles-mêmes. Je n'ai pas été témoin de ces situations, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu lieu. Encore une fois. Et des hommes aussi parfois sont victimes de ces situations. Des hommes aussi parfois sont victimes. Et
on est dans ce moment de libération de la parole et je pense que c'est un moment extrêmement important. Mais la question que je vous posais, c'est qu'il y a eu aussi, sans jamais évidemment restreindre l'influence et soutenir, il faut soutenir cette libération de la parole, mais c'est aussi une influence peut-être de la sphère indigéniste, néo-féministe dans ces écoles qui cherchent justement à dire que tout cela est un système, une culture du viol. Vous ne niez pas cette influence, notamment à Sciences Po. Je veux vraiment faire la part des choses. Moi, je considère. Mais ça existe ou pas ? Moi, je considère que quand une femme, un homme, une personne fait état de violence dont elle a été victime, il faut l'écouter, il faut la croire et il faut l'accompagner. Nous sommes d'accord, mais est-ce qu'il y a une culture ? C'est ça, monsieur le porte-parole. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces écoles, certains disent que c'était institutionnalisé ? Il y avait un écosystème, une culture, une éducation qui a conduit à de tels actes. Je ne crois pas. Je ne suis pas sur cette ligne, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et dans ces cas-là, il faut tout faire pour que la parole se libère et pour que les personnes qui sont responsables de cette situation soient jugées et punies. Merci Gabriel Attal. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1. On vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. Ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Sonia Mabrouk. Il est 8h28.